Paris, ma ville natale, regorge de charme et de beauté. Pourtant, j'ai toujours su que mon pays avait tant à offrir avec sa culture et ses traditions. Aujourd'hui, je pars à la rencontre du Cadre Noir de Saumur, une institution équestre emblématique nichée dans la vallée de la Loire qui symbolise l'excellence française depuis plus de 2 siècles. Je suis impatiente de découvrir l'univers fascinant de ces cavaliers hors pair et de leurs chevaux majestueux. Salut Carla, tu es la figure de notre programme Ceux qui font la France en tant que reporter qui part à la découverte des traditions françaises. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Salut, je m'appelle Carla, j'ai 24 ans. Je suis journaliste, reporter, parisienne et présentatrice de Ceux qui font la France. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Épopée et de la naissance du projet Ceux qui font la France? Alors avant cette rencontre avec Épopée, ça a été une rencontre avec Romain. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'était une envie aussi, un rêve de pouvoir participer ou co-créer un programme qui me ressemble et pouvoir aller à la rencontre des Français, des traditions françaises. Et donc, Romain m'a donné ma chance, m'a fait confiance et on a pu travailler ensemble sur ce programme. Tu peux nous parler un peu de ton personnage dans ce programme? Donc, le paradoxe de la jeune Parisienne qui sort un peu de la ville pour aller à la rencontre de la campagne et des gens qui la font vivre. Ce n'est pas vraiment un personnage. J'arrive enfin, parce que j'ai eu un petit parcours médiatique, et j'arrive enfin à être moi-même. Depuis petite, j'ai une relation avec la campagne et la France périphérique en général, une relation assez chère. Mon amour pour l'équitation, j'ai toujours été amenée à me rendre à la campagne. Donc en réalité, ce n'est pas un paradoxe. Je me sens mieux à la campagne qu'à Paris. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, totalement. C'est vrai qu'il faut pas confondre style ou physique avec ma personnalité. En tout cas, j'essaie d'utiliser ce reportage pour aussi montrer qui je suis intérieurement. Donc la France, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu as l'air d'avoir une passion pour le pays. La France, c'est déjà cet entretien est trop n'est pas assez long pour pouvoir en parler. C'est Clovis, c'est Charlemagne, c'est Louis XVI, c'est Napoléon. C'est des personnages forts et c'est aussi les Français. Et les Français, pour moi, c'est quoi? C'est des personnes qui font rayonner nos terroirs, nos régions et qui participent à cette dynamique identitaire que j'apprécie énormément. Donc dans la France, ce que t'aimes finalement, c'est ceux qui la font vivre. Les personnes aujourd'hui qui font vivre la France, pour moi, sont à la hauteur des héros qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Oui. Donc pourquoi ce format? Qu'est-ce que tu veux transmettre dedans? Ce format est très très préparé, évidemment, il est écrit, mais toutes les émotions et toutes les interactions sont assez naturelles. Et ce que j'aimerais, en tout cas mon ambition à travers ce programme, c'est de montrer aux spectateurs les émotions qu'on vit sur place et aussi que ça puisse servir de tribune à toutes ces personnes qui contribuent au rayonnement de la France. Alors donc tu nous parlais de ta passion pour l'équitation. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à choisir le Cadre Noir comme première institution pour le premier épisode de ton programme? Ça a été une chance de pouvoir pénétrer cette grande institution. J'aurais pas eu pensé avoir la chance de commencer avec un tel épisode. Et c'est vrai que pour moi, c'était comme un rêve de pouvoir rencontrer ces écuyers. Et puis quand on connaît l'histoire derrière cette belle institution, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce faste C'est la France éternelle. C'est une institution qui date d'après les batailles napoléoniennes. Ça a été créé par Louis XVIII, donc ça remonte. Et c'est une institution qui a survécu, qui vit et qui nous montre l'élégance à la française, qui nous montre la rigueur du sport équestre, qui nous montre aussi cette France qui est parfois un peu oubliée, qui n'est pas accessible à tous, mais qui fait rêver. La notion aussi de spectacle, avec les grands galas du Cadre Noir qui sont reconnus quand même mondialement. Pour moi, encore une fois, c'était vraiment une chance de pouvoir y aller, de comprendre ce que c'était. Il y a une sensibilité à la française je vais reprendre ces termes, mais de la rigueur, cette envie d'excellence, de se dépasser, et aussi
une tradition ancestrale. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit de moins en moins dans les médias. La représentation de tradition ancestrale et de l'excellence, la française. Voilà, est de moins en moins représentée. Et donc, pour moi, oui, le cadre noir, c'est l'excellence, l'élégance et c'est la France. Et sinon, qu'est-ce que ça t'a inspiré pour toi personnellement? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience, les rencontres que t'as pu faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en tant que journaliste, reporter, évidemment qu'on a la chance de pouvoir intégrer une belle institution, etc. Mais c'est plutôt, on a aussi toute la pression derrière du reportage et de savoir est-ce qu'on va réussir à procurer les émotions qu'on a actuellement. Donc effectivement, il faut rester naturel, mais il faut aussi rester professionnel et donc on ne pas se laisser complètement absorber par tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est de très bons souvenirs et surtout des rencontres incroyables. Est-ce que tu as déjà eu des expériences de tournage ou c'était ta première? J'ai déjà eu des expériences de tournage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le milieu des médias en général. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est que j'avais déjà eu cette idée de programme, pas forcément sur ce programme-là en particulier, mais j'avais envie de faire un programme autour des régions françaises et en fait, ma rencontre avec Romain m'a permis de pouvoir le faire. Et je me souviens, j'avais eu une pensée, c'était le soir du premier tournage. Ouais. Donc, bon, il nous arrivait des péripéties, on en parlera peut-être après. Mais je me souviens qu'avant de dormir, il faisait hyper froid, donc j'arrivais pas à dormir. J'étais dans mon sac de couchage comme ça. On va croire qu'on me maltraite. Et en fait, ça devait être dur. Et en fait, non, parce que j'avais acheté le mauvais sac de couchage. Ah mince, ok, d'accord. Et en fait, c'était un tacos, le truc. Comme ça. Et en fait, donc c'était le soir du premier épisode. Et en fait, je me disais, c'est fou, j'arrive enfin à faire un truc que je veux vraiment et on arrive à le mettre en œuvre. Et je me sentais assez encadrée pour le faire. Ouais. Donc avec caméraman, avec Romain, etc. Et je me suis dit enfin, j'y arrive. Et souvent quand on essaie de faire des choses avant et que ça marche pas, ben on se dit je vais pas y arriver. Et là avec toute l'équipe d'Épopée, on a réussi à faire quelque chose. Et ce soir-là, je m'en rappelle parce que souvent ça arrive, je sais pas si ça t'arrive, mais parfois tu te dis j'oublierai pas ce moment. Et là j'ai pas oublié ce moment. Et je me suis dit on y est, quoi. Ouais. Voilà. Donc, j'étais assez contente. Peut-être aussi le fait que t'avais pas le bon sac de couchage et qu'il faisait super. Donc, j'arrivais pas à dormir, j'étais comme ça. Et je me disais, je le fais pour la bonne cause, demain ça ira mieux. Voilà. Bien. Bon, bah, t'avais trouvé la motivation nécessaire. Absolument. Ouais, trop bien. Mais c'est satisfaisant, en fait, de pouvoir accomplir quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc. Et t'avais l'impression, j'imagine aussi, de faire quelque chose d'utilité publique. Enfin, non pas que tout ce que tu faisais avant n'était pas utile à la société, mais là, est-ce que t'avais l'impression vraiment de... Si, je pense que c'est d'utilité publique. En tout cas, j'ai reçu j'ai une petite communauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Notre génération souffre d'un manque de contenu divertissant et en même temps qui se rapproche de nos convictions. C'est pas peu importe du contenu divertissant, on en a assez, mais pas politisé, le bon, pas politisé, mais quelque chose qui va avec ce que nos parents nous ont appris. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et on me disait oui, essaie de faire quelque chose, un programme, ta chaîne YouTube, etc. Et encore une fois, j'avais envie de créer ma chaîne YouTube, mais il me manquait cette force, il me manquait une dynamique un peu de groupe. Et moi, je marche beaucoup en groupe, en meute. Et c'est vrai qu'il me manquait cette meute qui me pousse à accomplir mon projet. Est-ce que tu as fait face à des problématiques, des difficultés durant le tournage? Alors, j'ai 2 anecdotes assez amusantes. Allons-y pour les anecdotes. La première, c'est que donc quand nous sommes arrivés sur place, on a eu la chance d'avoir une maison qui nous a été prêtée par des militaires. Et encore une fois, ceux qui font la France. Et c'est vrai que j'avais jamais acheté de sac de couchage. Et donc, je vais dans un grand magasin que je ne citerai pas, qui commence par un D et qui a un logo bleu. Ouais. Et donc, je me rends dans ce magasin et je regarde un rayon avec plein de sacs de couchage. Et bah, ça se ressemble un peu, donc c'est pas, voilà. Et je me dis, ah bah tiens, il y en a un pas cher. Donc je me dis, c'est pareil. Et en fait, et là, je vais vraiment passer pour quelqu'un de stupide. Je pensais que le nombre, le chiffre de degrés
c'était la chaleur que ça procurait dans le sac de couchage. Ah, ouais, pas mal. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal. Au final, on arrive sur place et il y avait un souci de chauffage. Enfin bon, il faisait pas assez chaud. Et donc, je mets mon sac de couchage, enfin, je l'ouvre, et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas un sac de couchage, c'est un espèce de carré, enfin, de rectangle, un peu comme une couette qui se referme, mais plat. Ouais. Donc, c'était vraiment, et ça ne chauffait pas du tout. Donc, j'ai mis mon manteau en dessous, enfin, c'était un peu, voilà. Et, des difficultés matérielles. J'avais assez froid, mais bon, ça, c'est une petite problématique, on va dire, c'est un petit problème, voilà. Ouais. Mais et la deuxième anecdote, elle est assez amusante parce que donc nous sommes allés avec l'équipe, nous sommes allés dîner et donc je me souviens que avant de partir, on essayait d'ouvrir la porte d'entrée, de sortie, et en fait ça, je le savais pas quand on est revenu. Et en fait, c'était une porte assez ancienne avec un espèce de verrou, mais je saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y avait une espèce de loquet qui s'accrochait, mais bon. Ouais. Et donc moi, avec mon caractère un peu de barbare, on va dire, la personne devant moi n'arrivait pas à l'ouvrir. Je dis, ah bah laisse-moi, je vais l'ouvrir. Et je l'ai ouvert. Et après, nous sommes sortis, nous avions les clés, etc. Tout allait bien. Et en revenant, on essaie d'ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Mais impossible. Donc on s'est dit on va faire comme ça, impossible d'ouvrir. Donc là j'ai l'image de Romain qui descend parce qu'il y avait on pouvait rentrer par le garage. Et donc là on se dit est-ce qu'on défonce la porte du garage? Donc je les vois encore avec leurs pieds comme ça en train d'essayer d'ouvrir la porte. Et donc à ce moment-là on décide de remonter et d'appeler un serrurier. Et donc tard dans la soirée. Et en fait, j'ai un moment de lucidité, enfin de lucidité, pas de lucidité, j'ai une ampoule sur la tête qui me vient comme ça. Je me refais tout le récap de la soirée. Et je me rappelle très bien parce que j'ai une très bonne mémoire, c'est au moment où Romain essayait d'ouvrir la porte. Et là, je me dis, ah, mais c'est moi qui peut-être retiré le loquet. Et c'est peut-être de ma faute. Mais je dis rien. Parce que je me dis, c'est peut-être pas de ma faute. Parce que t'as pas envie de te faire trucider. Non, mais je me dis peut-être qu'ils vont réussir à ouvrir la porte. Et il y a un moment où ils se disent, bon, on va peut-être défoncer. Et là, je me dis, il faut que je prenne ma décision. Est-ce que je le dis ou pas? Parce que, bon. Et dans un élan d'honnêteté absolue, je dis à Romain, je crois que c'est moi, en fait, qui ai ouvert Et là, il me dit, mais bon, Romain est très gentil, donc il m'a pas fait plus de reproches. Et après, nous avons appelé un serrurier et il nous a ouvert la porte et voilà. Et tout est bien, qui finit bien. Voilà, c'est ça. Mais je ne toucherai plus jamais de serrure de ma vie. C'est cool. Bonne nouvelle. Et sinon, qu'attends-tu des prochains épisodes? La façon dont tu veux faire évoluer les choses par rapport à toi, à ton programme? Pour les prochains épisodes, mon ambition, c'est de continuer à faire rayonner ces personnalités inspirantes et montrer tout simplement ceux qui font la France. Merci beaucoup, Carla. Merci pour tes réponses et à bientôt. À bientôt.